Découvrez le pouvoir sacré du féminin pour puiser à volonté dans la force de l'univers et réaliser enfin votre véritable potentiel. Bonjour, ici Natasha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Bienvenue sur Conscience et Réalité. Lors de ce séminaire en ligne, nous aborderons les 5 paramètres qui ont fait que les femmes chamanes ont été oubliées et occultées dans la majeure partie des recherches et des études sur le chamanisme. La différence entre les femmes et les hommes dans le processus de recherche et d'intégration de la connaissance. Les particularités physiologiques qui font que les femmes sont des chamanes très puissantes. Le secret du sang et de la maternité. Je ne pourrai pas traiter en profondeur le programme proposé, cela prendrait bien trop de temps, mais je vous donnerai ce dont vous avez besoin pour reconnaître en vous la puissance magique du féminin. Activez votre connexion à la source, commencez à récupérer votre énergie. À la fin de ce séminaire d'environ 2 heures, vous aurez une meilleure vision de ce qu'est le chamanisme au féminin et ce que représente véritablement le fait d'être une femme. Vous vous rendrez compte qu'être une femme est une bénédiction et non une malédiction, et permet d'activer des capacités naturelles extraordinaires qui pourraient conduire à des changements profonds et positifs dans nos sociétés si toutes les femmes en prenaient conscience et s'y mettaient. Grâce à cette conférence, vous saurez comment récupérer votre intégrité énergétique, activer votre pouvoir personnel, redevenir vous-même, ce qui améliorera votre bien-être, votre créativité et vos dons naturels. Ce que je vous présente aujourd'hui est issu de mes différentes formations, de ma démarche pluridisciplinaire, ainsi que de mes nombreuses années d'expérience sur le rêve et le voyage chamanique. Si nous sommes réunis en ligne en ce moment, c'est pour connaître les particularités du chamanisme au féminin, et je sais que vous êtes vraiment nombreuses à vouloir en savoir plus. Mais au vu des nombreux mails que j'ai reçus, et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais éclaircir certains points du chamanisme en général. A. L'univers, pour les chamans, est vivant, et tous ces éléments sont interconnectés. B. Ce qui est central dans le chamanisme, c'est la communication et l'interaction avec les esprits, afin de récupérer de l'énergie et de pouvoir agir sur la réalité ordinaire. C. La communication et l'interaction avec les esprits se fait grâce à l'entrée du chaman dans un état de conscience modifié, ce qu'on appelle un état de conscience chamanique. D. Un chaman se reconnaît selon 6 caractéristiques que j'ai appelées les 6 piliers de la pratique chamanique et qui sont la maîtrise du rêve, dans lequel il est conscient et actif et dont il se sert pour créer la réalité, la maîtrise des états de conscience chamanique, qui sont des états modifiés de conscience, lors desquels il agit avec les esprits des mondes invisibles pour influencer et modifier la réalité extérieure. 3. La maîtrise du monde des morts, qui lui permet de guider les âmes des morts vers leur nouvelle demeure. 4, qui est donc le 4e pilier, la maîtrise de la guérison de l'âme, qui lui permet de veiller à la protection et à l'intégrité de l'âme des personnes dont il a la charge. 5e pilier, la maîtrise du mental, qui lui permet d'accroître sa vigilance, son attention et son intention en vue d'explorer des dimensions régies par des lois radicalement différentes de celles de notre monde. Et 6e pilier, la maîtrise du conte, qui lui permet de soigner et de réparer aussi bien l'âme individuelle que l'âme collective. Ce sont ces points communs que j'ai appelés les 6 piliers de la pratique chamanique qui lient les chamans de toutes les traditions, sur tous les continents et qui font que quelqu'un est un chaman.
Je vais maintenant vous dire pourquoi j'ai décidé de faire une conférence sur le chamanisme féminin. Il y a quelque temps, je me trouvais dans une incroyable librairie à Vancouver, en Colombie-Britannique, au rayon chamanisme. Les livres, tous plus intéressants les uns que les autres, portaient sur presque toutes les traditions chamaniques du monde. Mais sur les 1360 livres exposés, ce qui est énorme, il n'y en avait que 2 consacrés à la femme, dont l'un portait sur les mères de clan des femmes amérindiennes. J'ai eu beau fouiller et passer mon après-midi dans cette librairie, je n'ai rien vu et je peux vous dire que ça m'a un peu énervé. C'est cet épisode qui m'a donné envie de faire des recherches sur la femme chamane et sur les raisons pour lesquelles elle a été ignorée et de vous présenter la conférence en ligne d'aujourd'hui. En premier, il m'a fallu comprendre pourquoi il n'y avait pas beaucoup de publications sur les femmes chamanes. J'ai trouvé 5 raisons que je vais vous présenter maintenant. La première concerne les informations écrites sur le chamanisme, ce qui m'a amené à la référence en la matière, c'est-à-dire à Mircea Eliade. Mircea Eliade, 1907-1986, historien des religions et mythologue d'origine roumaine, a écrit un livre monumental sur le chamanisme, publié aux éditions Payot en 1951, qui s'appelle « Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase ». L'ouvrage de Mircea Eliade est l'un de ceux qui a eu le plus d'influence sur la façon dont on perçoit actuellement le chamanisme. Il a été lu dans le monde entier et se trouve être le livre de référence pour tous ceux qui étudient le chamanisme et font des recherches. J'en ai d'ailleurs moi-même 2 exemplaires, la 2e édition revue et augmentée publiée en 1968 et une autre datant de 1978. Le problème avec Mircea Eliade, c'est qu'il n'a jamais rencontré un seul chaman de sa vie. Pour rédiger sa synthèse, il s'est fié aux publications existantes à l'époque de la rédaction de son ouvrage, c'est-à-dire à celles des années 40. Quelle que soit la culture, tout ce qui se fait, tout ce qui existe, tout ce qui est écrit, ce qui est produit, est révélateur d'une époque, d'une mentalité et d'une vision du monde. Les écrits occidentaux sur le chamanisme ne font pas exception à la règle. Le livre de Mircea Eliade a été écrit en français et publié en France, pays fondamentalement freudien. C'est-à-dire qu'il a été écrit dans un pays et à une époque particulièrement misogyne et condescendant envers les femmes. Même si Mircea Eliade a vu sa propre conception du monde profondément bouleversée par sa rencontre en 1950 avec Carl Gustav Jung lors des rencontres d'Eranos, son livre, qu'il a mis 10 ans à écrire, n'en a pas moins subi l'influence de son époque et de sa culture. Et malheureusement, Eliade semble avoir grandement contribué, je pense malgré lui, à effacer, lors de la rédaction de sa monumentale synthèse, l'importance du pouvoir des femmes dans le chamanisme. Je vais vous donner quelques exemples tirés de l'édition de 1968. Page 264, il écrit « Car le chamanisme était à cette époque l'apanage des hommes et des invertis plutôt que des femmes. » En parlant des femmes chamanes coréennes, les Mudang, page 360, il dit « La prédominance des chamanes en Corée peut être la conséquence ou d'une détérioration du chamanisme traditionnel ou d'influence méridionale. » Même page, un petit peu plus bas, parlant des femmes dans le chamanisme, il écrit « C'est avant tout une technique de possession par les esprits des morts pratiquée presque exclusivement par les femmes. » Les rares fois où il cite des femmes chamanes, il dit qu'elles sont des sorcières ou qu'elles sont possédées, alors qu'il n'emploie pas la même terminologie lorsqu'il décrit des chamans hommes. Il agit de la même façon que la plupart des chercheurs dont il a usé les publications. Comme par exemple Alfred Métraux,
anthropologue suisse naturalisé américain formé à Paris, qui ne prête aucune attention aux propos de Tupa Nevangayu, son informateur, qui insiste pourtant sur le fait que sa femme a d'importantes révélations à faire en tant que chamane. En effet, dans son livre The Guarani, The Tropical Forest Tribe, publié en 1948, il ne fait qu'une toute petite référence à cette femme, mais uniquement en tant qu'épouse du chaman et non en tant que chamane elle-même. Même si les recherches des années 1940-1950 sur le chamanisme n'ont pas échappé à l'empreinte de leur époque, comme vous pouvez le voir avec l'exemple d'Alfred Métro, il existait tout de même quelques écrits sur les femmes chamanes de Sibérie et d'Asie. C'est pourquoi il est surprenant de constater que presque tous les exemples cités par Eliade sont masculins. N'oublions pas que la deuxième édition revue et augmentée de son livre date de 1968. L'étude Shamanismus in Japan de Matthias Eder, reportée dans la revue Paideuma en 1958, nous révèle que les chamans les plus puissants et les plus anciens du Japon étaient des femmes appelées Miko. À l'époque ancienne, elles étaient surnommées les enfants de Kami et étaient les intermédiaires entre les hommes et les dieux. Et ce n'est que bien plus tard, sous l'influence du bouddhisme, que les Miko ont perdu leur statut politique et ont été relégués au rang de simples traditions folkloriques. Ce que nous pouvons en conclure, c'est que Mircea Eliade a tout simplement omis le statut des femmes chamanes ou l'a réduit en rédigeant son livre sur le chamanisme. Omission qui a profondément influencé et affecté les études faites ultérieurement par des chercheurs qui se référaient à son ouvrage. Je vais vous donner un exemple qui se situe du côté des ethnographes qui ont plus d'une fois traduit différemment le même mot selon qu'il s'agissait d'une femme chamane ou d'un homme chaman. Norman Earl Whitten, un ethnologue dont le terrain de recherche est en Amazonie, a traduit le terme quechua yachar, signifiant celui qui sait, par puissance chamane lorsqu'il cite un homme et par maître potier lorsqu'il s'agit d'une femme. Ce qui peut paraître anodin au départ ne l'est pas du tout, car le chaman a un rôle spirituel alors que le potier a une fonction séculière. On a deux traductions radicalement différentes pour exactement le même mot. En donnant sa propre traduction, Norman Whitten a tout simplement nié tout rôle spirituel à la femme chamane et l'a cantonné à une activité mondaine. Cette omission des femmes chamanes a duré encore une bonne quarantaine d'années après la publication de la première édition du livre de Mircea Eliade. Et ce n'est qu'à partir des années 90 que l'on a commencé à remarquer et à parler de cette omission des rôles féminins dans les religions et les traditions spirituelles. Donc, l'une des raisons pour lesquelles les femmes chamanes ont été omises par la littérature écrite sur le sujet, c'est qu'elles ont été globalement ignorées par les chercheurs. Toutefois, l'omission très certainement psychologique et culturelle des chercheurs n'est pas la seule raison pour expliquer l'absence d'informations sur les femmes chamanes. Il y a deux autres facteurs que je vais aborder maintenant et qui ont joué un rôle important dans la non-reconnaissance de l'existence de ces femmes. 1. La théorie de l'évolution et 2. Les idées reçues sur les rôles propres à chaque genre. La théorie de l'évolution considère que tout est issu de la culture de la chasse, même le langage et le développement du cerveau, car c'est elle qui a apporté les nutriments nécessaires à l'homme pour son évolution. Toutefois, on s'est aperçu récemment, grâce aux études sur le terrain, que cette théorie est fausse et que tout développement d'une société repose sur la combinaison de la cueillette et de la chasse, et pas uniquement sur la chasse. Les études actuelles faites au Botswana parmi les peuples de cueilleurs-chasseurs montrent que la plus grande partie de l'apport calorique journalier est fournie par la cueillette et non par la chasse.
Ces études ont établi que le produit de la cueillette contribuait d'une manière décisive au développement d'une société et de l'individu. De plus, de nombreuses recherches dans le monde ont montré que c'est l'ensemble d'une tribu qui s'occupe environ 2 jours par semaine de la cueillette et de la chasse, et que les chamans étaient autant des hommes que des femmes. Au regard de ces constats, on peut légitimement se demander pourquoi on s'est autant trompé. Nous nous sommes tout simplement fourvoyés car nous avons tous des idées reçues sur les rôles propres à chaque genre. L'archéologue James Adovasio, l'un des plus grands experts en artefacts périssables, dit que ce sont surtout des hommes qui ont fait l'analyse des sites paléolithiques et qu'ils avaient à l'esprit le chasseur mâle à la poursuite du mammouth ou du félin à dents de sabre, et que dans l'esprit de ces chercheurs, il était tout simplement impossible d'imaginer les chasseurs de mégafaune participer à la cueillette. C'est ce qu'on appelle tout simplement et purement une croyance. Ceux qui ont analysé les sites ont tout bonnement été incapables de concevoir des hommes faire la cueillette et des femmes chasser, même lorsqu'ils avaient de nombreuses preuves sous les yeux. Malheureusement, c'est cette vision erronée de la réalité qui a fait que des preuves sous forme de peintures rupestres, de pièges et de filets, pièces maîtresses dans la survie d'une population, ont été ignorées et déclarées aussi peu intéressantes que les femmes qui les avaient façonnées. La représentation fabriquée de toutes pièces que nous avons de ces époques préhistoriques est celle de l'homme chasseur et de la femme s'exerçant à la cueillette des baies et des racines. J'imagine que vous avez tous en tête des films, des récits, des dessins de manuels scolaires mettant en scène le chasseur de mammouth et sa femme terrés dans une caverne avec leur progéniture. Toutes ces représentations n'ont en gros rien à voir avec la réalité. Comme vous venez de le voir, la mise sous silence du rôle des femmes dans la société et donc dans le cadre du chamanisme, en dehors de l'influence considérable du livre de Mircea Eliade, est également due à une théorie erronée de l'évolution et à des idées préconçues sur le rôle propre à chaque genre. Mais pas seulement. En effet, à ces 3 facteurs vient s'ajouter un 4e paramètre qui est l'association automatique du chaman à la fonction première de chasseur, à laquelle adhèrent bon nombre de chercheurs, comme par exemple les anthropologues Michael Ripinski-Naxon, directeur de l'Institut des cultures préhistoriques traditionnelles d'Amérique centrale, qui a émis l'idée que le chamanisme est issu de la tradition masculine des chasseurs du Paléolithique. Et Piers Vitebsky, responsable de recherche à l'université de Cambridge en Angleterre, qui dit « La représentation classique du chaman sibérien en tant que maître des esprits est véritablement celle du chasseur ou du guerrier ». À cette croyance du chaman chasseur se superpose une autre croyance, celle de l'homme, unique responsable de la survie de sa famille. Ce qui a pour résultat, si l'on ajoute à cela la croyance que seuls les hommes étaient des chasseurs et responsables de la survie de leur famille, le mythe du chaman chasseur, seul habilité à chasser et à exercer les fonctions de chaman. Évidemment, l'histoire du chaman chasseur n'est pas une histoire avec laquelle tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, on se rend compte que rien n'est plus faux et stéréotypé que la vision de l'homme chasseur, seul responsable de la survie de sa famille et seul habilité à exercer les fonctions de chaman. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent montre comment on peut nier, puis gommer, une réalité, même si celle-ci se trouve sous notre nez, et comment on peut construire de toutes pièces un mythe qui devient vérité, se propage, fait force de loi et dure très longtemps. Aux 4 facteurs qui ont contribué à passer sous silence le rôle des femmes dans le chamanisme, c'est-à-dire l'influence du livre de Mircea Eliade, une théorie erronée de l'évolution, des idées reçues sur les rôles propres à chaque genre, et le mythe de l'homme seul responsable de la survie de sa famille et seul capable de chamaniser, s'ajoute un dernier paramètre qui est celui de notre vision occidentale de la chasse.
les femmes européennes et américaines ont très peu chassé les siècles passés. Et quand elles ont commencé à le faire, ces dernières décennies, elles avaient une attitude envers la chasse totalement différente de leurs homologues masculins. Lorsqu'elles étaient interviewées, elles disaient ne pas être intéressées par les trophées, mais par la connexion intime avec l'animal et par le fait qu'elles puissent en utiliser toutes les parties. Nous avons, depuis le Paléolithique, de nombreuses preuves de femmes chassant du gros gibier. Mais comme les recherches sur site étaient effectuées majoritairement par des hommes, d'un côté, et que de l'autre les femmes étaient relativement absentes du monde de la chasse dans les sociétés modernes occidentales, ces preuves ont été totalement ignorées. Et bien sûr, ces preuves de femmes chasseuses n'ont jamais été citées dans la littérature chamanique, écrite en grande partie par des hommes occidentaux, ce qui a contribué à renforcer le mythe de l'homme chaman et chasseur. Ce sont toutes les idées reçues sur le rôle propre à chaque genre et sur celui des femmes dans une société donnée qui ont véritablement fait de l'ombre aux femmes chamanes et qui les ont conduites directement à l'oubli. Pour résumer, ce sont 5 paramètres qui se sont conjugués et qui ont amené à la négation du rôle de la femme dans le chamanisme. 1. Le livre de Mircea Eliade est l'angle selon lequel bon nombre de recherches ont été effectuées. 2. Une théorie de l'évolution erronée. 3. Les idées préconçues sur les rôles propres à chaque genre. 4. Le mythe de l'homme chasseur et donc du chaman chasseur. Et 5. Notre propre vision de la chasse. Après avoir vu ensemble pourquoi la femme a été autant oubliée dans le chamanisme, j'aimerais maintenant vous parler de ce qui fait la particularité de la femme chamane et de sa façon d'accéder à la connaissance. Pour information, lorsque je parle de chaman, en général, j'utilise le mot dans son sens générique. J'aimerais toutefois insister sur le fait que le chamanisme, c'est avant tout une question d'intégrité énergétique. Le chaman est un être pragmatique et logique qui cherche à accumuler de l'énergie pour accroître ses capacités. Il le fait grâce aux rêves, c'est-à-dire à l'entrée consciente dans d'autres dimensions, pour forger des alliances, notamment par le biais de certains animaux, plantes ou pierres de pouvoir, obtenir des informations et accéder à la connaissance. La connaissance et l'énergie qu'il obtient vont lui permettre de changer la réalité pour lui ou pour la personne pour laquelle il intervient. Pour accéder à d'autres dimensions et influencer la réalité, le chaman doit évidemment posséder beaucoup d'énergie. Donc le but premier de tout chaman, c'est d'accroître son énergie vitale, ce qui va lui permettre d'accéder à d'autres mondes et donc à la connaissance. Et la connaissance que le chaman recherche n'a rien à voir avec la connaissance intellectuelle. Elle est en lien avec la véritable nature de notre réalité et sur laquelle le chaman peut intervenir. Les chamans appellent cette connaissance la connaissance silencieuse. Elle est localisée dans un centre énergétique qui se situe sous le nombril et qui s'appelle le point du nombril. Lorsque ce point est activé, l'être a accès à la connaissance directe qui n'est pas polluée par le décodage de son intellect et ou de son émotionnel. Cette connexion lui permet d'agir de façon juste et adéquate en toutes circonstances. Les femmes et les hommes ont une manière différente d'accéder à cette connaissance. Les hommes procèdent par étapes et doivent s'extraire du concret, de la matérialité pour aller vers l'abstrait, vers ce qu'on appelle l'esprit ou le divin. Et les femmes, de par leur nature, ont la capacité de se connecter directement à la source de la connaissance et vont de l'abstrait, donc de l'esprit, vers le concret. Elles doivent amener dans la matière, dans le concret, ce qu'elles perçoivent et reçoivent directement de l'esprit ou du divin. Elles font un chemin inverse de celui des hommes qui, eux, devront utiliser pour accéder à l'esprit des outils que sont
l'intellect et le raisonnement. Et c'est parce que les femmes sont de la même essence que la source de la connaissance, féminine, créatrice, éternelle, qu'elles y ont un accès direct. C'est la raison pour laquelle les femmes ne pourront jamais perdre leur connexion avec la source. Malheureusement, suite à des millénaires de programmation négative, d'humiliation et de négation d'elles-mêmes, elles ont fini par oublier leur capacité de connexion à la source. À travers l'histoire, on peut constater que de nombreuses religions et systèmes de croyances qui se réfèrent à la loi divine sont juste des prétextes pour mettre les femmes en position d'infériorité vis-à-vis de l'homme. L'Inquisition, par exemple, a été une croisade faite par le principe masculin contre la capacité naturelle du féminin à se connecter à la source de la connaissance. La femme, de par sa nature, a donc une facilité pour se connecter directement à la source de la connaissance, mais a le plus souvent oublié cette capacité. Je vais maintenant vous expliquer comment les femmes, chamanes ou pas, peuvent avoir un accès direct à la connaissance et à quoi cela leur sert. Cette capacité qu'elles ont est en lien avec leur physiologie et plus précisément avec leur utérus. Leur utérus a pour fonction de rassembler et de canaliser leurs énergies vitales, de les connecter à la source et de leur permettre de rêver, ce qui est fondamental dans le chamanisme. Tout comme l'utérus fait partie de la physiologie de la femme, le rêve chamanique est chez elle une fonction naturelle. La nature de la femme est de reproduire la vie, elle peut donc tout naturellement rêver d'autres mondes et les matérialiser. Pour les chamanes, rêver est un acte de création conscient, et le rêve est donc, après la reproduction, la deuxième fonction de l'utérus. Les femmes, grâce à leur utérus, ont toute la capacité de rêver de façon chamanique et d'entrer dans d'autres dimensions pour bénéficier de certains enseignements, accumuler de l'énergie, forcer des alliances et changer la réalité. Et cela, même si elles ont subi une hystérectomie, car du point de vue énergétique, leur utérus est toujours présent. Pensez d'ailleurs aux membres fantômes après une amputation, par exemple. Grâce à certaines pratiques et à un mode de vie adéquat, les femmes chamanes emmagasinent suffisamment d'énergie pour que leur corps puisse activer de lui-même la fonction secondaire de leur utérus qui est le rêve. Se connecter à leur utérus va leur permettre de devenir conscientes de jour comme de nuit, c'est-à-dire aussi pendant leur sommeil, et de commencer à s'éveiller. Vous pouvez toutes faire la même chose. Plus vous ressentirez avec l'utérus, qui est le cœur de votre énergie créatrice, plus vous activerez ce centre énergétique en vous. C'est grâce à leur utérus que toutes les femmes, sans aucune exception, sont en connexion naturelle avec la source de la connaissance. Comme les capacités chamaniques de la femme se trouvent dans l'utérus, le chamanisme féminin est donc tout naturellement lié à la magie du sang. Le cœur des énergies spirituelles de la femme est concentré dans le sang de son utérus. Le sang menstruel et celui des grossesses, ainsi que l'utérus, connectent la femme à toute la tradition chamanique du cycle de la lune, de la nature, de l'écoulement du temps, de la mort et de la renaissance. Alors que l'homme chaman passe par des initiations de démembrement, de mort et de renaissance par exemple, la femme chamane, ou pas, expérimente ces initiations tous les mois dans sa chair. Lors de ces périodes, elle se trouve en relation directe avec l'essence vitale de son être spirituel et vit ainsi une profonde initiation. Et cette initiation organique se poursuit pendant plusieurs décennies, en gros pendant 35 à 40 ans, et ce 13 fois par an, c'est-à-dire à chaque cycle de lune auquel elle est naturellement reliée. Cette notion de lien naturel de la femme avec la lune se retrouve dans toutes les cultures du monde et à toutes les époques. Et encore aujourd'hui, notre vocabulaire en garde une trace évidente,
Par exemple, en grec ancien, la lune se dit méni, d'où est issu le terme ménopause de men lune et pavestai descendre. Ménéi, la lune, a donné en latin mensis, le mois, mot qui a été repris tel quel en anglais pour nommer les règles féminines et qui a donné en français menstru ou menstruation. Si l'on parle en termes d'initiation et que l'on prend comme base minimale 35 années de menstru, cela fera environ 455 initiations pour une seule et même femme si elle n'a pas eu d'enfant. Mais beaucoup de femmes en sont à plus de 500 périodes de règles dans leur vie, c'est-à-dire à plus de 500 initiations. C'est énorme. C'est pendant leur menstruation et juste avant que les femmes possèdent leur plus haut pouvoir de guérison et de prédiction. Comme leur sang utérin renferme l'essence des futures générations, il leur apporte une force décuplée et les rend bien plus efficaces. Les humeurs et la sensibilité qui précèdent et accompagnent ces pertes de sang sont des états de conscience chamanique naturels. Dans de nombreuses civilisations, lors de leurs règles, les femmes étaient considérées comme puissantes et sacrées, mais sujettes à des tabous, mal interprétés par les témoins occidentaux. Le mot tabou, d'origine polynésienne, tapu, signifie interdit et sacré, c'est-à-dire mis de côté et interdit à l'usage des profanes à cause de son pouvoir sacré et dangereux. Dans les îles Fidji, une femme qui a ces périodes est appelée dra tabu, c'est-à-dire sang sacré ou sang interdit, car son sang est plein de mana, c'est-à-dire de pouvoir sacré. Tapu signifie donc sacré et dépositaire d'un grand pouvoir, et le sang sacré a de fait été considéré dans de nombreuses cultures comme magique, puissant, dangereux, mais en aucun cas comme sale ou honteux. La femme qui avait ces périodes était à l'égal de son sang sacré et dépositaire d'un grand pouvoir. Le malaise que l'on peut éprouver à ce sujet fermente généralement dans une société patriarcale où les punitions religieuses dominent. Chez les judéo-chrétiens, par exemple, les menstruations et la douleur lors de l'enfantement résultent de la désobéissance d'Ève dans le jardin d'Éden. Il est vraiment dommage que les règles aient été considérées comme une forme de punition au lieu d'un moment d'éveil spirituel et de purification naturelle. Ce qui n'a pas été compris, c'est que la femme maintient son haut niveau de médecine naturelle en se purifiant tous les mois, alors que l'homme, s'il veut parvenir à cela, doit procéder à une purification extérieure, telle que des séances dans une hutte de sudation, par exemple. Les menstruations permettent une purification naturelle et un accroissement du pouvoir spirituel en chaque femme. Et lorsque les femmes arrivent à quelques centaines d'initiations, qui peuvent atteindre pour certaines un chiffre dépassant 700 initiations, elles ont accumulé suffisamment de pouvoir spirituel pour pouvoir s'en passer. Et la nature fait bien les choses, car c'est à ce moment-là qu'intervient pour elles la ménopause. Lorsque les règles sont vécues comme la matérialisation d'une énergie spirituelle et vitale, elles deviennent puissantes et bénéfiques pour la femme et la conduisent à la spiritualité et à la guérison. Les ethnographes ont de nombreuses fois constaté que pendant leurs règles, les femmes des hauts plateaux andins, par exemple, au Pérou ou en Bolivie, étaient des chamanes bien plus puissantes que les hommes. Les règles, tout comme les grossesses, donnent aux femmes la capacité d'entrer à volonté dans un état de conscience chamanique et dans un état d'éveil spirituel et mystique. Les grossesses ont quant à elles le pouvoir d'accroître encore les capacités chamaniques des femmes. C'est une période où elles se connectent aux forces créatrices qui résident dans leur corps physique et où elles peuvent entrer de plein pied dans une autre réalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans de nombreuses traditions, la femme enceinte ou les jeunes mères sont souvent considérées comme ayant la capacité à être des prophètes,
des médiums, des guérisseuses ou des chamanes. Et dans de nombreuses populations traditionnelles, la femme chamane est presque toujours une sage-femme. Aujourd'hui encore dans le monde, près de 80% des délivrances sont faites par les sages-femmes. Mais malheureusement, la délivrance effectuée par la sage-femme a rarement été considérée comme un art chamanique par les ethnologues. Il faut dire pour leur défense que la plupart des ethnologues étaient, il n'y a encore pas si longtemps, surtout des hommes, et qu'ils n'ont pas vraiment eu, dans les sociétés traditionnelles, la possibilité d'assister à un accouchement, et cela transparaît évidemment dans leurs écrits. L'anthropologue Lois Paul de l'université de Stanford a par exemple découvert lors de ses recherches au Guatemala, chez les Mayas Tsutoril, que les sages-femmes étaient des chamans possédés au moment de la délivrance par leur esprit tutélaire ou par le dieu de la lune. Les sages-femmes, lorsqu'elles conduisent une âme à se réincarner, sont alors des chamans à part entière qui accèdent à d'autres mondes. Les femmes qui, par nature, tentent à focaliser leur attention sur la vie et la naissance, reçoivent très fréquemment leur appel chamanique lors de leur période ou de leur grossesse. Traditionnellement, c'est ainsi qu'elles commencent à pratiquer le chamanisme. La grande différence entre les initiations masculines et les initiations féminines vient du fait que l'homme part du monde physique, du monde des vivants, pour se rendre vers le monde de la mort par le biais de rituels tels que le démembrement, l'éviscération, la mort symbolique, alors que la femme fait un chemin inverse et part du monde des morts pour venir dans celui des vivants. La tradition masculine chamanique se centre sur l'homme devant mourir pour accéder à sa condition de chaman, et la tradition féminine chamanique se focalise sur la femme naissant à sa condition de chaman. Comme vous l'avez compris, la femme possède, de par sa naissance, des capacités chamaniques qui se manifestent lors de ses règles et de ses grossesses. Je ne pourrais pas conclure cette conférence sans aborder rapidement le sujet de la sexualité. D'un point de vue chamanique et sacré, le but premier de la sexualité est de nous connecter au mystère de l'origine de la création. En effet, lors d'un rapport sexuel, nous nous connectons de façon inconsciente à cet instant magique où l'insondable, le néant, le divin a donné naissance à l'univers. La sexualité, lorsqu'elle est bien comprise, nous permet d'élargir notre conscience. Elle nous sert à rêver dans le sens chamanique du terme. Et les femmes étant de même essence que le principe créateur, expérimenteront la sexualité autrement et avec bien plus de puissance que les hommes. Mais malheureusement, comme nous n'avons pas appris ce qu'est l'hygiène énergétique, nos énergies non purifiées se combinent à celles de notre partenaire qui est tout aussi ignorant que nous en matière d'énergie. Ces interactions d'énergie non purifiées ont pour conséquence de nous connecter à notre histoire transgénérationnelle, de nous affaiblir et de nous cristalliser et d'épuiser nos énergies vitales. C'est la raison pour laquelle il est impératif de procéder régulièrement à une sorte de nettoyage énergétique afin de ne pas être alourdi et de ne pas polluer l'autre. La femme doit absolument se mettre en harmonie avec ses rythmes biologiques naturels et se défaire de tous les sentiments de honte, d'impureté, de pollution et de malédiction attachés à sa sexualité ou à ses menstruations. Il est important qu'elle récupère son pouvoir personnel, et ce, quelle que soit sa culture ou son appartenance religieuse. Une des façons de réhabiliter le féminin maltraité est de le célébrer en lui consacrant des rituels en lien avec la lune et l'eau. Ce que nous pouvons retenir, c'est que toutes les femmes ont des capacités chamaniques latentes grâce à leur utérus et à leur connexion directe à la source de la connaissance. Leurs règles sont de profonde initiation et des moments de purification intense.
et leurs grossesses sont des ponts qui les aident à pénétrer dans le mystère de la création. La seule chose dont les femmes ont besoin, c'est de se débarrasser de leur système de croyances, de commencer à débloquer leurs capacités et de célébrer le féminin qu'elles incarnent. Je vous ai d'ailleurs concocté 2 petits exercices qui vous aideront à activer le point du nombril et à récupérer votre intégrité énergétique. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de cette page pour les recevoir. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre certaines des particularités que possèdent les femmes, particularités qui font d'elles des chamanes en puissance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ce contenu » et à vous abonner à la chaîne, à la page Facebook de l'Institut ou bien à la mienne. Et pour être évidemment prévenu de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez également cliquer sur la cloche. Je vous retrouve bientôt sur Conscience et Réalité. Alors, rêvons et voyageons ensemble.